Selon l'Organisation mondiale de la santé, 30 minutes de marche par jour permettraient de sauver 10 000 vies par an et 11 millions de malades à horizon 2050. Pour autant, 28% de la population ne suit pas la consigne d'avoir une activité physique régulière. Au fil du temps, les nouvelles technologies ont entraîné une réduction de notre activité physique. Alors une question se pose, sommes-nous en train d'annihiler notre corps et les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire étaient-ils en meilleure santé que nous ? Les matinales sport-santé du Musée national du sport valorisent les bienfaits et l'incidence de l'activité physique sur les maladies chroniques. Le concept de ces rendez-vous bimestriels est très simple, faire dialoguer 3 experts scientifiques et 3 experts du milieu sportif pour donner des outils d'amélioration aux professionnels de la santé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Musée national du sport pour notre 9e matinale Sport Santé, 9e édition, consacrée aujourd'hui aux bienfaits et à l'incidence de l'activité physique sur les maladies chroniques liées à l'obésité. Pour évoquer ce sujet, nous avons réuni comme d'habitude, bien entendu, des experts scientifiques, mais aussi sportifs, et ils vont intervenir dans un instant. Nous vous les présenterons tout de suite après l'intervention de celle qui est à l'origine, effectivement, de cette matinale. Madame Véronique Jeannot du Musée national du sport, chargée de sponsoring, de mécénat et de développement. Véronique, quelques mots pour la présentation de cette matinale. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les embouteillages et divers tracas sur la route parce que je sais que c'était très compliqué. Donc, on a malheureusement quelques annulations, ce qui est très dommage au vu de ce plateau magnifique d'orateurs de qualité et puis surtout d'Arnaud Tsang qui nous fait l'amitié de nous prêter ce petit robot, donc qui est notre guest star aujourd'hui, le robot Moon, qui est donc un assistant d'opération de chirurgie bariatrique. Donc, merci à nos intervenants d'être présents. C'est vrai qu'on en est à la 9e matinale déjà, avec des sujets toujours très intéressants. Donc, aujourd'hui, l'incidence et l'impact de l'activité physique sur les maladies chroniques liées à l'obésité. Bien évidemment, nous avons aussi la chance d'avoir comme partenaire qui nous soutient sur cette session Gazélec Nice Côte d'Azur, et on vous passera dans un instant un petit film de présentation, et puis BL Nutrition. Donc ce sont nos 2 partenaires pour aujourd'hui. De façon historique, Cannes Radio, et donc vous avez Philippe Muller qui en est le rédacteur en chef, qui nous accompagne depuis 2023, depuis la genèse des matinales. Et puis bien sûr, mon homologue de toujours, donc du pôle santé département 06, Stéphane Cana, à qui je vais passer la parole 2 petites minutes. Même pas 2 minutes, mais pour vous remercier également, avec des intervenants extraordinaires, de très grande qualité, et puis des témoignages très poignants, un auditoire qui nous suit, qui nous est très fidèle. Donc merci à vous, avec aussi bien des professionnels de santé, des étudiants, des élus locaux. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Je repasse la parole pour présenter nos intervenants de ce jour. Merci Véronique. Nos intervenants de ce jour, on va partir par la gauche avec vous. Thomas Baudet. Thomas Baudet, vous êtes marqué au-dessus, enseignant APA au Centre spécialisé de l'obésité PACA Est CHU de Nice. On va parler avec vous, vous allez dresser effectivement un état des lieux de l'obésité en France. On parlera aussi de l'importance et de la place de l'accompagnement personnalisé dans le parcours de lutte contre l'obésité. À vos côtés, Audrey Mariot. Audrey Mariot, vous êtes diététicienne pour le parcours maladie rénale chronique à l'Institut Arnaud Tsang de Saint-Laurent-du-Var, coordinatrice également pour le parcours de chirurgie bariatrique Mieux vivre avec sa maladie coronarienne. Et avec l'aide de ce robot qui est avec nous aujourd'hui, vous allez nous présenter le rôle également de l'accompagnement personnalisé dans la présentation pré- et post-opératoire de la chirurgie de l'obésité. À vos côtés également, le docteur Benjamin Cadière, qui est spécialisé en chirurgie générale, viscérale et digestive, chirurgie de l'obésité à l'Institut Arnaud Tsang également de Saint-Laurent-du-Var. Et vous compléterez effectivement avec Audrey Mariot cette présentation. Vous allez nous faire aussi un état des lieux, et c'est extrêmement important, de la chirurgie de l'obésité en France et dans le monde. Juste à côté de vous, Charlotte Foubert. Charlotte Foubert, vous êtes chef de projet alimentaire territorial au service agriculture et alimentation durable au sein du département des Alpes-Maritimes. Vous allez nous parler des démarches, des actions menées par le département sur la thématique santé-alimentation. On parlera aussi également des enjeux identifiés sur les liens entre obésité et maladie.
Juste à côté de vous, Stéphanie Nucera, vous êtes diététicienne nutritionniste dans le domaine de la santé et du sport. Avec vous, on va parler également des maladies liées à l'obésité. Vous allez nous présenter les actions du programme national de nutrition santé et vous parlerez également de l'importance, vous aussi, de l'accompagnement personnalisé associé à la gestion de l'équilibre alimentaire. Et nous avons parmi nous également un grand sportif aujourd'hui, Franck May, athlète de haut niveau, 5 fois champion de France élite. Voilà, ça va de boxe française, bien entendu. Champion du monde aussi de boxe américaine, oui, c'était en 1992, et champion du monde de pro kickboxing en 1993. Vous êtes le fondateur, directeur et entraîneur du Nice Boxing Team, premier club de France qui a sorti de très grand champion, on va dire, aujourd'hui, véritable pépinière aussi de champions. Et vous nous parlerez effectivement de votre expérience et de l'impact de la nutrition dans le parcours d'un athlète de haut niveau. Voilà, donc des intervenants qui répondront bien entendu à vos questions à l'issue de l'ensemble des présentations. Allez, on ouvre le bal tout de suite avec Thomas Baudet. Thomas Baudet pour dresser tout d'abord un état des lieux de l'obésité en France et parler de la place de l'accompagnement personnalisé dans le parcours de lutte contre l'obésité, avec un document, bien entendu, pour votre intervention. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. On m'entend comme il faut, comme ça? Ouais. Premièrement, je ne vais pas vous mentir, je suis stressé comme pas deux, donc c'est possible que je parle très vite ou que je bégaye. Je m'en excuse déjà d'avance. Et c'est possible que je dépasse un peu, donc n'hésitez pas à me dire si je dépasse. Alors, donc je me représente, je m'appelle Thomas Baudet, je suis enseignant en activité physique adaptée au CHU de Nice, au sein du service d'endocrinologie et du centre spécialisé de l'obésité. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous parler de ma place, mais de la place d'un enseignant en activité physique adaptée, c'est mieux comme ça, dans un parcours de soins pour les personnes en situation d'obésité. Mais avant de parler de ma place, je vais faire ça un peu en entonnoir. Je vais d'abord parler de la situation actuelle de l'obésité, très brièvement, de sa prise en charge, des parcours de soins autour de cette obésité et des missions d'un enseignant en activité physique adaptée dans ces parcours de soins. J'aimerais commencer déjà par casser peut-être une idée reçue que vous pouvez avoir ou que des connaissances à vous ont. Les personnes en situation d'obésité ne sont pas des personnes qui ne bougent pas et qui mangent trop. Il y en a certaines, mais c'est vraiment très peu. L'obésité est une maladie plurifactorielle. On n'y comprend rien sur la diapo, c'est fait exprès. C'est pour montrer que c'est un peu le brouillon et qu'on est là aussi, nous, l'équipe pluridisciplinaire, pour démêler un petit peu ce brouillon et comprendre d'où vient l'obésité des patients. Mais voilà, c'était surtout pour vous rappeler que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on ne peut le croire. Donc brièvement, actuellement en France, en tout cas en 2020, 47,3% des adultes sont en surpoids ou plus et 17% en obésité. Et on a observé chez les 18-24 ans, par exemple, une augmentation de la prévalence de l'obésité. Ça a augmenté de 4 fois en 23 ans. Ce qui montre que l'obésité, c'est en France, mais ça marche aussi dans le monde entier, augmente et devient de plus en plus une problématique de santé publique importante. L'obésité est une maladie, comme je l'ai dit, plurifactorielle qui amène plusieurs comorbidités, comme par exemple le diabète de type 2, qui peut-être est la plus répandue, mais plein d'autres comorbidités, je ne les ai pas toutes notées. Actuellement, récemment, il y a une étude qui est sortie sur, un groupe de recherche de 58 chercheurs, je ne sais plus trop, spécialisés sur l'obésité, ont apporter une nouvelle définition de l'obésité et sépare l'obésité clinique de l'obésité préclinique. Donc l'obésité préclinique, c'est une obésité sans ses comorbidités et l'obésité clinique avec ses comorbidités, ce qui pourrait permettre de mieux prendre en charge l'obésité, mais dans un autre sens, il y a débat parce que ça pourrait aussi pousser les politiques à moins bien prendre en charge les obésités précliniques par rapport aux obésités cliniques. Donc tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels on peut discuter et sur lesquels on peut débattre. Qui dit de plus en plus de personnes en situation d'obésité et donc de plus en plus de comorbidité, dit un coût de plus en plus important pour la France. Donc juste, voilà, ça, à peu près, c'est les chiffres qui sont sortis par le groupe de recherche Asterès. L'obésité et ses comorbidités coûteraient à peu près 13 milliards d'euros à la France par an, enfin en tout cas en 2024. Et la grande majorité de ces 13 milliards d'euros serait due aux comorbidités liées à l'obésité. Et si on ne change rien dans la prévention et dans la prise en charge,
D'ici 2030, le chiffre pourrait être largement augmenté. Et donc, du coup, l'objectif, ce serait justement de travailler un peu plus sur cette prévention et sur cette prise en charge des personnes en situation d'obésité. C'est pour ça que je vais vous parler un peu de là où je travaille et des parcours de soins qu'on peut proposer en parlant par exemple des centres spécialisés de l'obésité. Ils sont au nombre de 37 en France. Dans la région PACA, on en a deux, un à Nice, un à Marseille. Ils ont plusieurs missions. Par exemple, la première mission sera d'assurer la prise en charge de l'obésité sévère et complexe, et je reviendrai sur ces deux termes juste après, d'organiser la filière de soins et de coordonner la prise en charge et de coordonner tous les acteurs de cette prise en charge, et bien évidemment de proposer une prise en charge, encore une fois, pertinente en fonction de ce que la personne désire, de ce que la personne a la possibilité de faire, d'où est-ce qu'elle habite, et de son type d'obésité, entre guillemets. Il y a aussi deux autres missions que je n'ai pas notées, qui sont la recherche et la formation et la prévention. Pour revenir sur les obésités sévères et complexes, il existe une classification depuis 2022 qui est sortie, enfin depuis 2022 de la Haute Autorité de Santé, qui reclassifie l'obésité. Comme on peut le voir, il y a 7 facteurs qui vont permettre de classifier l'obésité sur 6 types. Les obésités sévères et complexes sont celles qui sont en jaune et en rouge. Ce tableau me permet de peut-être casser une autre idée reçue. Il n'y a pas que l'IMC qui est prise en compte. Il n'y a pas que l'IMC qui compte dans le calcul entre guillemets de l'obésité, en tout cas dans la compréhension de la maladie de la personne. Donc on peut voir qu'il y a le retentissement médical, l'impact de qualité de vie, j'en passe et des meilleurs. Par exemple, pour vous donner un exemple, Teddy Riner, que vous devez sûrement voir qui c'est. Teddy Riner, si on prend son poids, son plus grand poids, il pesait 150 kg pour 2,4 m, ça fait 36 d'IMC. Il est considéré en situation d'obésité si on ne prend en compte que son poids et son IMC. Est-ce que pour autant, on va considérer Teddy Riner en situation d'obésité? Je ne suis pas sûr, mais bon voilà. Ce tableau nous permet de prouver un peu ça. Donc une fois que le CSO recueille les demandes des patients, que le CSO classe, on va dire, un petit peu l'obésité, et du coup permet de rediriger vers les bons centres, vers les bons parcours, les patients vont souvent être pris en charge dans un parcours de soins. Parcours de soins qui peut ressembler à ça. Peu importe le parcours de soins, il faut se dire que le plus important, c'est le socle avant de construire cette pyramide. Donc on va avoir le traitement des comorbidités et les modifications thérapeutiques du mode de vie, que ce soit alimentation, activité physique, rythme de vie, donc sommeil, gestion du stress, tout ça. Et une fois que le socle est solide et que le socle a bien été travaillé et bien consolidé, là on peut partir sur, en fonction des patients encore une fois, une prise en charge psychologique ou psychiatrique, les prescriptions, des médicaments qui sortent de plus en plus pour perdre du poids, ou alors le traitement chirurgical dans certains cas. Au sein de ce socle, du coup, c'est au sein de ce socle que j'interviens, qu'on intervient en tant qu'enseignant en activité physique adaptée. Dans l'équipe pluridisciplinaire, nous, on va beaucoup parler, bien évidemment, de l'activité physique et de la sédentarité, qui est très relié à l'emploi de la personne. L'emploi va amener beaucoup d'activité physique ou très peu, et beaucoup de sédentarité ou très peu. Et en fonction de ces 3 facteurs, on va essayer d'amener des modifications en fonction des pathologies et de l'environnement dans lequel le patient évolue. Donc pour plonger encore un peu plus précisément dans quelles sont les missions d'un enseignant en activité physique adaptée dans ce type de parcours, je parle un peu de mon cas et du cas de mes collègues. On a une prise en charge assez différente parce qu'on ne fait pas de pratique. À part dans le parcours de chirurgie bariatrique où on fait de la pratique en post-opératoire, sinon on ne fait que des entretiens motivationnels, donc des consultations, au même titre que les diététiciennes qu'on peut avoir ou les psychologues ou les médecins. Le but de ces consultations, ça va être premièrement de faire un bilan de l'activité physique et de la sédentarité de chaque personne, donc, comme je l'ai dit, par rapport à son emploi surtout. Et à la suite de ce bilan, il faut qu'on cherche à améliorer, à modifier son mode de vie pour qu'il soit plus actif, moins sédentaire si ce n'est pas déjà le cas. Et on s'aide du modèle transthéorique du changement de comportement. Donc si vous avez fait, je crois qu'il y a un master ici, je crois que voilà, vous connaissez, master 2, donc tu connais. Il y a 2 masters, autant pour moi, vous connaissez ça du coup. Sûrement. Donc le modèle transthéorique du changement de comportement, c'est un modèle dans lequel on passe tous quand on veut changer de comportement, donc quand on veut être plus actif ou moins sédentaire, tout comme quand on veut arrêter de fumer par exemple. Je vais prendre cet exemple de la cigarette parce qu'il est très parlant, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui fume et qui a déjà essayé d'arrêter quasiment.
Quand on est dans la phase de pré-contemplation, c'est qu'on fume et que on s'en fiche, on fume. Contemplation, on fume, on sait que c'est pas bien et on voudrait arrêter. Détermination, on met en place nos idées pour arrêter. Par exemple, je vais acheter des patchs, je vais voir un addictologue, je vais voir mon médecin, peu importe. Action, je fais l'action. Maintenance, je maintiens l'action. Et ensuite, soit on sort, soit on rechute. Et nous, en fonction de là où la personne va se situer, donc si on est dans la pré-contemplation et contemplation, on va plus essayer de planter des graines. Ça pousse pas, ça c'est que le patient et le temps qui nous le diront. Et si la personne est plus dans la détermination, l'action, la maintenance, donc les graines ont déjà poussé, là on va leur donner des petites astuces, des outils pour pouvoir se lancer ou maintenir les changements qu'ils veulent aborder au niveau de l'activité physique et de la sédentarité. Quand les patients arrivent dans le parcours, ils n'ont qu'une chose en tête, enfin dans les 2 parcours dans lesquels je suis, ils n'ont qu'une chose en tête et c'est normal, c'est la perte de poids. C'est leur seul objectif et ils ne seraient pas là s'ils ne voulaient pas perdre du poids. Cependant, notre place aussi, nous, dans ce parcours, c'est d'essayer de désacraliser cette perte de poids. La perte de poids n'est pas l'objectif, c'est seulement la conséquence des vrais objectifs qu'ils vont avoir. Objectifs beaucoup plus précis et concrets dans leur vie. Donc, par exemple, jouer avec mes enfants, remonter les escaliers sans de problème cardio-respiratoire, m'habiller comme je veux, reprendre le sport, ce genre de choses, faire mes lacets sans avoir le souffle coupé. Il y a autant d'objectifs que de patients. J'aime dire aux patients, pour leur montrer un petit peu l'absurdité de juste penser à la perte de poids, que si on leur coupait 2 jambes, ils auraient perdu du poids. Mais est-ce qu'ils seraient contents pour autant? Je ne suis pas sûr. Donc le plus important, c'est vraiment les modifications des comportements de santé, modifications thérapeutiques du mode de vie, et de faire en sorte, décidément, qu'ils soient plus actifs et moins sédentaires pour pouvoir accéder à des objectifs beaucoup plus concrets pour eux que juste perdre du poids. Et pour nous aider dans cette désacralisation de la perte de poids, on va faire aussi ce qu'on appelle une bioimpédancemétrie. Donc c'est le calcul de la composition corporelle. Dans ce calcul de la composition corporelle, on va avoir la masse musculaire, la masse grasse en grande partie. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse le plus et c'est ce qui intéresse le plus les patients aussi. Et ça va nous permettre d'appuyer nos propos sur le fait qu'il n'y a pas que le poids qui compte et quelqu'un peut rester à 80 kg, mais pourtant se sentir beaucoup mieux 6 mois plus tard parce qu'il y a une prise de masse musculaire et une perte de masse grasse. Donc on est vraiment là pour essayer de changer un petit peu ces idées reçues et les attentes que les patients peuvent avoir dans le parcours. Donc on fait la bioimpédancemétrie, on fait les tests, donc test de marche de 6 minutes, questionnaire GPAC, N-grip pour la force des membres supérieurs, et test de levée de chaise de 30 secondes pour les membres inférieurs. Et à la suite de ces tests, on met en place du coup les objectifs et on fait un suivi sur plusieurs mois. S'il y a opération, avant l'opération, s'il n'y a pas d'opération, jusqu'à ce que les patients ne souhaitent plus venir. Et donc du coup, pour conclure, tout simplement, je ne vais pas résumer ce que j'ai dit, mais l'obésité ne fait qu'augmenter en France, en tout cas la prévalence de l'obésité ne fait qu'augmenter, donc c'est comorbidité aussi. Donc il est important, comme je l'ai dit avant, de prendre en charge et de faire de la prévention autour de cette maladie, maladie chronique qui plus est. En même temps, l'activité physique et la lutte contre la sédentarité sont des piliers importants dans la mise en place d'une vie saine et d'une bonne santé. Et ça permet de réduire l'incidence de toutes les comorbidités presque reliées à l'obésité. Donc, les enseignants en activité physique adaptée ont toute leur place dans cette vision, on va dire, de prise en charge et de prévention, parce qu'on on touche comme je dis, des piliers très importants, tout simplement. Et je voudrais juste terminer sur mardi soir au CHU. On fait une soirée ciné-débat pour la Journée mondiale de lutte contre l'obésité. On diffuse le film La vie en gros, le défi d'Anaïs, qui est le film d'une femme en situation d'obésité qui a voulu traverser la France en vélo et qui, par son trajet et son expérience, nous parle de la grossophobie en France, de qu'est-ce que c'est qu'être une femme en situation d'obésité en France. C'est à partir de 19h30 à l'Archer 2, il y aura à manger si vous voulez venir, donc n'hésitez pas. Non, pas trop, mais quand même. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code si vous voulez venir. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à manger? Voilà, c'est ça surtout. Merci beaucoup, merci Thomas Baudet pour cette présentation. On se retrouve bien entendu pour les questions-réponses dans un instant. Allez, on va parler de chirurgie de l'obésité dans un instant. On passe la parole à Audrey Mariot.
qui est diététicienne, on le rappelle, hein, pour le parcours maladie rénale chronique à l'Institut Arnaud de Sangle de Saint-Laurent-du-Var. Audrey, donc j'imagine une présentation et puis après la pratique avec le robot Moon en live que vous allez nous présenter. Merci beaucoup. Tout à fait. Du coup, je suis Audrey Mario, diététicienne coordinatrice pour le parcours de chirurgie bariatrique à l'Institut Arnaud de Sangle. Donc, merci déjà de nous avoir invités pour cette 9e édition des matinales sport santé. Donc, je vais vous présenter du coup les effets de l'activité physique sur justement le parcours de chirurgie bariatrique. Donc, déjà, je vais vous présenter un petit peu le contexte, donc le parcours de chirurgie bariatrique. Donc, sur la partie supérieure, vous avez toute la période de 6 mois, donc la préparation du patient. Et en dessous, vous avez donc toute la partie post-opératoire qu'on découpe du coup en deux avec la première année post-opératoire et du coup les années également qui vont suivre, vraiment pour une prise en charge aussi sur le long terme. Sur la partie préopératoire, donc c'est vraiment un parcours de 6 mois où on prépare les patients. Ils ont tout un parcours médical à réaliser avec plusieurs rendez-vous, que ce soit endocrinologue, cardiologue, gastroscopie, etc. Ils ont toute la partie également donc diététique et psychologique à réaliser. Et en plus de ça, en support, ils ont tout ce qui est éducation thérapeutique. Donc là, c'est vraiment leur donner justement les clés, vraiment de la pratique pour que justement ils puissent mettre les bonnes habitudes en place en fait dès le parcours préopératoire, pour que justement le parcours post-opératoire soit vraiment fluide et beaucoup plus simple pour eux également. Ils ont de la diététique, de la psychologie et de l'activité physique. Et là, vraiment, c'est des ateliers de groupe avec la pratique. On a également sur Tsank des réunions de patients, donc avec l'association Dieta Baria, qui permet justement de réunir des patients qui ont été opérés ou qui sont en cours en pré-opératoire pour pouvoir justement échanger et avoir, même principe, des retours d'expérience pour ne pas être dans l'inconnu en post-opératoire. Lorsqu'ils ont l'intervention, souvent, on les opère et on les lève du coup directement le jour même pour leur prouver que justement, il n'y a pas forcément de risque en post-opératoire. Bien sûr, il y a une reprise qui est douce, mais ça leur prouve aussi qu'ils peuvent en fait très vite se mouvoir. À 1 mois, ils revoient la diététicienne et le chirurgien pour faire le point, voir un petit peu où ils en sont à 1 mois post-opératoire. Au niveau de la diététique, bien sûr, on réévalue donc tout ce qui est apport, qui soit bien évidemment suffisant, et notamment du coup en protéines. Ça rejoint donc tout ce qui est masse musculaire pour qu'on ait vraiment un maintien et qu'on évite d'avoir une perte sur cette partie-là. Et ils ont bien sûr, à côté de ça, le chirurgien pour tout ce qui est suivi. La première année, ils les revoient à 3, 6 et 12 mois pour les accompagner justement pendant cette perte de poids-là. Ils ont bien sûr en parallèle la possibilité, s'ils le souhaitent, de reprendre tout ce qui est éducation thérapeutique. Des fois, ça peut être bien de se sentir entouré et aussi accompagné la première année. Et ensuite, à vie, c'est un suivi avec au moins une fois par an le diététicien et le chirurgien. Souvent, c'est le médecin traitant justement qui prend le relais aussi sur le long terme pour tout ce qui est justement prescription de bilan sanguin pour être sûr qu'on n'ait pas de carence. Et surtout, toujours axé à tout ce qui est éducation thérapeutique et tout ce qui est justement réunion de patients également sur le long terme s'ils souhaitent justement aussi partager leur expérience. Donc ça, c'est vraiment toute la partie pour le parcours, pour un petit peu le contexte. Donc l'importance de l'activité physique, donc en préopératoire, ça va être bien sûr donc une amélioration et un maintien de la condition physique. Ça va être également aussi pour eux la possibilité de découvrir un autre plaisir. Souvent, justement, l'alimentation, pour eux, c'est vraiment de la compensation. Donc ça va être aussi de travailler là-dessus au niveau psychologique et de découvrir aussi l'activité physique, même principe de déconstruire aussi les idées un petit peu qu'ils ont. Souvent, c'est justement, j'ai des douleurs, que ce soit au dos, que ce soit aux articulations. Je ne peux pas faire tous les sports, mais l'idée, c'est justement de trouver une activité physique qui est adaptée et qui leur fasse plaisir pour que ce soit vraiment justement une habitude pérenne. On a bien sûr après la régularité et la longévité sur le long terme. Comme on le disait tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de tout mettre en place le plus rapidement possible en préopératoire, que ce soit vraiment une habitude qui soit ancrée pour que le post-opératoire se déroule vraiment de la meilleure des façons. On a aussi donc réduction des risques de complications et la promesse, bien sûr, d'une meilleure aussi récupération en post-opératoire. Concernant le post-opératoire, ça permet aussi une meilleure circulation sanguine et une meilleure cicatrisation. Et on a justement la création d'un nouveau besoin. Pour eux, des fois, c'est vraiment c'est un renouveau, l'intervention en post-opératoire. Ils peuvent se mouvoir beaucoup plus facilement. Donc, c'est un nouveau besoin, l'activité physique. Mais même principe, il faut faire attention. On a des patients qui sont quand même fragiles au niveau psychologique. Donc, des fois, ça peut aussi très vite en fait, devenir néfaste, ou ils sont aussi dans l'excès au niveau de l'activité physique. Donc, même principe, il faut aussi faire attention au transfert en fait, d'addiction. On a ensuite donc, tout ce qui est parcours éducatif. Donc, avec l'Institut Arnaud de Sangle, on travaille en collaboration avec 2 hôpitaux de jour, donc l'hôpital de jour Cérès et l'unité diététique sur Pégoma, qui ont vraiment un parcours diversifié avec plusieurs activités physiques. Donc, ça permet vraiment aussi aux patients de découvrir un petit peu, de toucher à tout, pour justement vraiment trouver quelque chose qui leur plaise, où ils peuvent aussi prendre coach individuel en APA certifié, après en extérieur s'ils le souhaitent. L'idée, bien sûr, principale, donc, c'est vraiment de déconstruire les idées reçues, de leur prouver qu'ils peuvent pratiquer l'activité physique.
Trouver bien sûr donc quelque chose qui leur plaise pour que ce soit vraiment quelque chose sur le long terme et une mise en place bien sûr progressive. Si on leur dit bon ben vous devez faire 30 minutes par jour alors qu'ils partent de zéro, peut-être qu'ils vont les faire 2 semaines, mais ça peut tenir sur le long terme, donc c'est pas l'objectif, c'est vraiment d'y aller en fait avec eux vraiment progressivement pour qu'il soit vraiment une habitude qui dure sur le long terme. On a ensuite donc l'importance de l'activité physique en post-opératoire à moyen et long terme. Donc ça va être tout ce qui est optimisation de la perte de poids sur le long terme. Ça, bien évidemment, c'est une habitude à mettre en place. Tout ce qui est prévention de la sarco-obésité aussi. Si justement on manque de protéines et que là on est dans l'excès au niveau de l'activité physique, même principe, on peut aussi avoir une perte de masse musculaire. On a aussi donc l'amélioration de la condition physique, réduction de la perte osseuse, et bien sûr, après avec la perte de poids, on a aussi tout ce qui est amélioration des marqueurs physiologiques, donc soit la pression artérielle, la glycémie ou le profil lipidique. On le dit et on le répète, le suivi, c'est quelque chose d'incontournable. Souvent, on a des patients en première année qui sont un petit peu justement dans leur lune de miel, où justement tout va bien. Donc l'alimentation, on peut ne plus trop faire attention. L'activité physique, pareil, vu que je perds du poids, bon, ben, tout va bien. Sauf que ça, souvent, c'est un petit peu illusoire, vu qu'à la fin de la première année, ils arrivent à une stabilisation. Et c'est sur les années justement qui vont suivre où on commence à avoir une prise de poids progressive. Donc l'idée, c'est vraiment dès le début, en fait, les remettre un petit peu sur les rails en disant, ben, remettez tout en place parce que c'est vraiment juste histoire d'une petite année. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose de pérenne. Bien sûr, en post-opératoire, c'est le chirurgien qui donne le feu vert pour la reprise de l'activité physique, justement au niveau de la cicatrisation, pour être sûr aussi de ne pas aller trop vite. On évite de porter tout ce qui est charge lourde et souvent, justement, on recommence en fait avec la marche de façon progressive. Comme on le disait, toujours hôpitaux de jour s'ils veulent justement être accompagnés, être assurés avec les centres de Nice ou de Pégoma. Ils ont toujours la possibilité de prendre un coach s'ils le souhaitent, après vraiment sur le long terme. Et on a après tout ce qui est aussi, bon, bien sûr, adaptation de la ration alimentaire. Vraiment, les apports en protéines, c'est quelque chose à pas négliger. Et également, du coup, tout ce qui est complémentation au niveau des vitamines et des minéraux, où là, on est aussi, on regarde vraiment pour être sûr qu'il n'y ait pas après de carence sur le long terme. Donc, je conclus avec ce petit schéma-là qui reprend du coup le patient et justement les professionnels qui l'entourent. Donc, il y a bien sûr le médecin, que ce soit le chirurgien ou leur médecin traitant pour le suivi. La partie diététique, où là, justement, c'est aussi très important, le suivi avec la perte de poids, réadapter tout ce qui est rythme alimentaire, c'est de manière en changement. L'activité physique, ça, bien sûr, on en a parlé, mais aussi toute la partie psychologique qu'il ne faut absolument pas négliger pour justement travailler avec eux sur le long terme. Donc voilà, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci. Merci Audrey Mario pour cette présentation. Merci infiniment. Nous passons ensuite à celle du docteur Benjamin Cadière, spécialisé en chirurgie de l'obésité à l'Institut Arnaud de Sanck. On va poursuivre effectivement cette présentation avec un état des lieux de la chirurgie de l'obésité en France, également dans le monde, quelques chiffres, quelques statistiques, et puis on parlera ensuite des progrès de la prise en charge face à la prise de poids la plus invasive. Et nous aurons, je pense, à l'issue, la démonstration avec le robot Moon. Voilà, on y assistera toutes et tous. Enchanté, Benjamin Cadière. Donc, je suis chirurgien digestif. Je travaille avec Audrey Mario, qui est la coordinatrice du parcours. Oui, donc je vais vous parler un petit peu de chirurgie. Il y a des films, donc ceux qui sont un peu sensibles aux visions internes, ne vous inquiétez pas pour mes enfants, ils ont l'habitude de voir les films passer. Donc oui, la chirurgie bariatrique qui concerne globalement que les cas, je ne sais pas si on peut dire extrêmes, mais en tout cas les cas poussés d'obésité et qui ont été préalablement, chez qui on a tenté de faire des prises en charge comportementales, diététiques, etc., holistiques. Et donc, globalement, la chirurgie, traditionnellement, intéressait les gens avec un indice de masse corporelle au-dessus de 35. L'HAS a changé ces choses-là. Et maintenant, pour les personnes à partir de 30 qui présentent un diabète mal contrôlé, ou en tout cas qui nécessitent des traitements importants depuis plus d'un an, donc un suivi endocrinologique depuis plus d'un an, eh bien, ces personnes-là sont également intéressées par la chirurgie. Ça, c'est la situation en France. Vous voyez, c'est la distribution de l'obésité. Donc, on est au-dessus d'un indice de masse corporelle de 30. Voilà la situation en France. Vous voyez que dans la région PACA, on est plutôt dans la version basse. Et en fait, je ne vous ai pas mis les chiffres de la chirurgie parce que les chiffres de la chirurgie sont exactement pareils que ce que vous retrouvez là. C'est-à-dire que globalement, les plus hauts chiffres de prise en charge de chirurgie bariatrique, chirurgie de prise en charge de l'obésité, sont dans le haut de la France, où le nombre de chirurgies par population est le plus important. Ça, c'est la situation
Parfois, c'est intéressant aussi de se comparer à la population américaine, parce que c'est vrai qu'on juge souvent la population américaine, mais les chiffres français simulent parfaitement les chiffres américains, mais juste avec une vingtaine d'années de retard. Enfin, de retard. Espérons que non, mais donc voilà. Vous avez une distribution de la carte américaine, et là, vous voyez que ce qui correspond en France à un seul département, vous voyez qu'aux États-Unis, la répartition avec des gens qui ont un indice de masse corporelle au-dessus de 30, on parle d'obésité, pratiquement, je vous montrerai dans le diagramme prochain, qui lui représente bien ce qui se passe. Vous voyez, vous avez en gris les États-Unis au-dessus. Donc là, c'est intéressant parce que regardez, là on est en 1980. Ouais, et puis on arrive ici en 2020. Et vous voyez que pour les États-Unis, les choses, on est avec des indices corporels. Donc là, c'est overweight. Donc surpoids, c'est à partir de 25. C'est un peu plus sévère. Hein. Il n'y a évidemment pas 70%, je dis 70 parce que je suis belge. Il n'y a pas 70% de la population américaine qui a un indice de masse corporelle au-dessus de 30, c'est au-dessus de 25. Mais donc vous voyez que plus de 70% de la population américaine se retrouve au-dessus du poids considéré comme. On parle toujours d'IMC, ce qui n'est pas un indicateur idéal comme on l'a déjà situé. Vous voyez que la France, vous la voyez là ici, la France, ça continue à monter, ce n'est pas quelque chose qui est endigué. Vous avez un ou deux pays comme l'Espagne qui ont commencé à amorcer une chute, une descente. Et on a essayé d'identifier quelques facteurs. Certains facteurs sont notamment la prise en charge des cantines scolaires, de programmes alimentaires scolaires, etc. On y retrouve finalement peu de politiques sportives dans la diminution du poids. Mais c'est parce qu'il est vrai que l'alimentation est un tel point angulaire du poids global d'une société que, effectivement, si on n'agit pas sur la façon dont les gens s'alimentent, il est difficile d'avoir une politique globale. Alors ça, c'est une slide qui est un peu dure. Et c'est une slide qui montre que, malheureusement, si vous faites un suivi chez un patient, un suivi sportif, un suivi psychologique, donc tout ce qu'on peut considérer comme comportemental, non invasif, et vous le faites pendant 5 ans, de façon intensive, c'est-à-dire que l'étude là, c'est sur des gens qu'on a vus 4 fois par semaine, pendant 5 ans. Et il y en a d'autres à qui on a fait une chirurgie sans rien faire. Une chirurgie, ce n'était même pas une chirurgie très efficace. C'est la chirurgie du ballon gastrique qu'on a arrêté depuis, il y a encore de rares cas. Ça démontre que sur 5 ans, le résultat d'une chirurgie de gens non suivis est plus efficace sur le chiffre de la perte de poids. C'est-à-dire que sur la balance, le résultat est plus efficace, globalement. Mais il est évident que la perte de poids en chiffres n'a pas de réel intérêt. Le rapport de masse maigre sur masse non maigre, la psychologie qui va avec la perte de poids, les habitudes sont le réel objectif de tout ça. Et donc, il est évident qu'en fait, le rôle du chirurgien, il devrait être le plus minime possible. C'est-à-dire que le chirurgien doit venir. Si c'est la chirurgie qu'il faut, la chirurgie, c'est toujours la dernière solution. Mais s'il la faut, il ne faut pas la faire traîner. Et ensuite, rapidement, redonner à ceux qui font en sorte que tout soit coordonné autour du patient, eh bien, le rôle principal afin que le patient arrive à ses objectifs principaux. C'est pour ça que finalement, dans la prise en charge du poids, le rôle d'Audrey est 10 fois supérieur à ce que nous, les chirurgiens de l'Institut, devons faire pour le patient. Mais la chirurgie garde ce rôle et cette vue d'une chose très invasive, et donc il faut la maîtriser au plus possible afin que justement notre rôle soit le plus minime et le moins impactant. Et aussi le moins invasif, et c'est pour ça qu'on va parler du robot, pour que la reprise du sport, la reprise des activités et l'impact physique global soit le plus minime possible. Donc, je vais vous montrer ce rôle le moins important possible en quelques images. Donc, grâce à certaines entreprises, et notamment Moon Surgical, eh bien, ce qu'on doit faire ce jour J d'une chirurgie, eh bien, on est aidé au maximum par une technologie qui nous permet de réduire au maximum tous les petits événements, tous les paramètres qui peuvent rendre cette chose complexe. Je ne vais pas vous faire un grand cours de technologie sur le robot, ça je passe. Je vous montre juste qu'il est intégré dans une technologie qui va dépasser notre compréhension. Il faudrait être ingénieur dans leur boîte pour tout comprendre. Mais donc, le robot possède une caméra 3D avec un mapping
et sensoriel, et un mapping de chaleur, désolé, du heat mapping, qui lui permet de comprendre complètement son environnement. Et le robot vient nous aider dans notre chirurgie. Alors, je vous ai mis un petit film, et c'est là qu'on va voir la chirurgie du sleeve gastrique, qui est la chirurgie la plus pratiquée en France. Vous voyez, donc le robot, là, on a introduit mon nom. On a introduit mon nom parce que le robot, plus je l'utilise, plus il connaît mes habitudes. Et donc, il vient se préplacer pour pouvoir venir m'aider pendant ma chirurgie. Vous voyez, ça prend environ 1 minute et demie pour le préparer à la chirurgie. Voilà, vous avez mon assistant ici. Vous voyez, on a un patient qui a un IMC aux alentours de 38-39, accompagné d'hypertension artérielle, ce qui le rend éligible à la chirurgie. Vous voyez, parfois, un petit film permet de tout comprendre. On place le patient pour la chirurgie. Voilà, donc on va rentrer dans le ventre. Vous allez voir l'abdomen d'une personne en surpoids. Et en fait, là, on a bien démontré que, et on parlait de l'IMC, qui est une valeur incorrecte en fait, pour déterminer quels sont les vrais risques du surpoids. Mais en fait, ce qui est le plus dangereux dans le surpoids, c'est la graisse intra-abdominale. C'est celle qui est le plus corrélée avec le risque cardiovasculaire, le risque de développer de l'hypertension artérielle, des coronaropathies, etc. Vous voyez ce robot, là, je l'utilise de façon à ce que mon assistant ne fasse plus qu'un rôle. Vous voyez, d'habitude, j'avais un assistant qui venait tenir cette caméra, qui me permet de voir à l'intérieur, qui permettait de rétracter les organes. Mais mon assistant bouge constamment, c'est comme ça que le corps humain fonctionne, c'est impossible de rester statique. Et donc, tout ça sont des paramètres qui se rajoutent à ma chirurgie. Il peut y avoir un mouvement qui ne correspond pas à ce que je veux et qui rajoute le nombre de mouvements à risque pour une intervention. Le robot est destiné à diminuer le nombre de paramètres que j'ai à gérer pendant une chirurgie pour me concentrer sur l'acte. Bon, voilà. Là, on va rentrer, alors, voilà, paf, on rentre dans le ventre. Rapidement, anatomiquement, vous avez le foie ici. L'importance du régime préopératoire. Le foie est le premier organe à se dégorger dans un régime hypocalorique. Si vous avez une personne qui n'a pas fait ses 10-15 jours préopératoires, vous avez un foie qui est extrêmement surchargé et la chirurgie qui se passe sous le foie devient complexe. Je vais venir mettre un point de suture pour rétracter ce foie. Ça me permet de diminuer le nombre d'instruments que je dois rentrer dans le ventre, vous voyez, et du coup de pouvoir faire des reprises d'activité plus rapides. Vous avez sur le côté, vous voyez la gestuelle. Alors c'est un accéléré en 8 fois, hein, mais vous voyez, c'est le minimum de mouvement pour le maximum d'efficacité. Vous voyez, le but, c'est d'en faire le moins pour un maximum de choses. Le sleeve, pour ceux qui connaissent, c'est donc, ça consiste à, ça c'est l'estomac que vous avez là, ça consiste à diminuer la taille de l'estomac. L'estomac est accroché à ce qu'on appelle le grand épiplon, et c'est cette graisse intra-abdominale, je vais devoir la décrocher pour pouvoir réduire la taille de l'estomac. Ici, je vais accélérer un petit peu. Ah, vous voyez. Hop. Vous voyez, donc on progresse. Je vais vous montrer un petit moment qui vous permet de juste stopper ici une seconde. Je vais vous montrer, pour montrer un petit moment. Tout n'est pas toujours parfait en chirurgie. Je vais vous montrer juste un petit moment qui est un peu plus complexe. Chez les patients qui sont en surpoids, souvent on est associé à l'hypertension artérielle. Et une des zones de cette chirurgie qui est la plus complexe, ce n'est pas une chirurgie extrêmement complexe, mais surtout quand on est aidé par un robot comme celui-ci, entre l'estomac et ce que vous avez comme organe ici qui se trouve juste là, on est en train de regarder dans le ventre par ici, ce qu'on appelle la rate, eh bien, il y a des tout petits vaisseaux, mais ces vaisseaux sont à très grand flux, ce qu'on appelle les vaisseaux courts de l'estomac. Et ces vaisseaux, chez un patient en surpoids, détiennent un flux qui est extrêmement important. Et donc, parfois, les instruments qu'on utilise ne suffisent pas à maîtriser le flux. Vous voyez, donc on peut se retrouver avec des petites situations d'hémorragie, vous allez voir là. Mais c'est pour vous montrer que le robot et sa stabilité permettent de pouvoir réagir à des événements comme celui-ci. Donc, je suis en train de décrocher l'estomac de ces vaisseaux-là. Ça se met à saigner rapidement, contrôle de la main gauche. Cette stabilité du robot qui permet aussi, en plus de calculer les mouvements de l'abdomen, puisque même si le patient est endormi, il est sous machine respiratoire. Et donc, là, rapidement, les choses sont contrôlées. Et ça permet d'avoir une stabilité. Le robot permet d'avoir une stabilité qui fait que mon assistant qui est sur le côté peut directement se concentrer sur le fait de me donner les bons instruments. Alors, je vous montre à quoi ça correspond, la réduction de cet estomac. Hein. Vous voyez, hop, on avance. Et donc, on va agrafer l'estomac progressivement, agrafeuse après agrafeuse. On le calibre sur une sonde. Vous voyez, l'anesthésiste a passé
Je suis désolé, ça va très vite. L'anesthésiste a passé une sonde ici dans l'estomac qui va rester de façon à ce que je ne réduise évidemment pas trop le calibre. Il faut quand même que ça passe. Alors, on va avancer encore un peu. On va pas se... Voilà, résultat final. Vous voyez, donc là, j'enlève complètement cet estomac qui sera enlevé, environ 80% du volume. Et puis là, un peu de suture pour renforcer mes agrafages. Voilà, paf. Et donc ici, je viens renforcer tout ça de façon à éviter que toute cette tranche de section ne saigne. Parce que le patient, pour l'instant, j'arrive à maîtriser son hypertension artérielle grâce à l'anesthésiste. Mais dès qu'il va se réveiller, la tension va monter. Et donc, il y a des petits risques de saignement. La chirurgie n'est pas sans risque, mais de nouveau, eh bien, grâce à tout ça, eh bien, les risques sont fortement diminués. Alors oui, je vous montre juste ce dernier film là. Ça, c'est surtout pour vous montrer que la technologie derrière ça, donc ça vous montre à quel point le robot vient nous aider dans nos chirurgies. Donc il y a tous des algorithmes derrière qui nous permettent de détecter les mouvements ils arrivent à détecter quel instrument on utilise, dans quelle section, etc. Donc ça, c'est juste pour montrer qu'il y a toute une technologie derrière tout ça, le software, etc., qui font que finalement, la chirurgie est devenue presque un non-événement. Le taux de complication dans les gros centres, c'est 0,2%. Ça veut dire un patient sur 500 qui développe une complication. Si on est dans un centre bien équipé, les complications sont prises en charge. Le taux de mortalité, sauf exception d'une maladie rare, etc., on ne peut pas dire soit 0%, mais voilà. Le but, c'est que la chirurgie soit un non-événement, un événement dans l'impact, même si, évidemment, c'est un point d'inflexion clair, puisqu'il est pratiquement certain qu'à 6 mois, le patient a perdu un truc. Je vais passer sur la machine. Je vais vous montrer une dernière petite chose, bien sûr. parce que parfois, c'est important. On accompagne les gens sur un processus de changement de vie, entouré de tous les collaborateurs. Et évidemment, les gens au départ, ils ont juste envie de perdre du poids, ils ont juste envie de pouvoir faire lacet, ils ont envie de voir leurs enfants grandir, leurs petits-enfants grandir, etc. Et puis, il y a un moment, quand même, ils disent « Non, mais moi, ce n'est pas esthétique. » Mais sauf que le temps avance et évidemment, la personne qui sont avec 60 kilos ou 40 kilos en plus n'est pas la personne qui sont par la suite. Et donc, il est important de pouvoir les accompagner dans tout ce processus-là. Et donc, on développe également la prise en charge post-perte de poids et qui permet de reconstruire les gens aussi physiquement. Et donc, vous voyez ici, donc, la clinique du poids idéal, c'est la clinique qu'on a développée sur l'Institut Arnaud de Sang, qui justement se veut ne plus être un centre. Avant, quand on disait, bon, je vais me faire... Avant, on allait voir le docteur untel. J'allais au cabinet du docteur untel, ou j'allais chez tel psychologue, ou j'allais chez tel diététicien, etc. Et évidemment, si vous allez voir un diététicien, la stratégie, c'est la diététique. Si vous allez voir un acupuncteur, vous faites de l'acupuncture. Si vous allez voir un chirurgien, vous faites de la chirurgie. Le but, évidemment, c'est de rassembler tout le monde, parce que chaque patient a besoin de quelque chose de différent, et parfois, un patient a besoin de tout en même temps. Et donc, le but ici, c'est évidemment de se rassembler et de faire les choses ensemble. C'est pour ça que c'est important de collaborer entre centres, etc. Et la chirurgie de reconstruction, quelque chose qui se fait sur notre centre également, mais qui se fait dans plein d'autres centres, est une chose qui est nécessaire pour la reconstruction finale du patient. Donc là, je vous montre rapidement un avant-après. Donc voilà, ici, sur une patiente post-grossesse. Là, ce n'était pas post-perte de poids. Eh bien, une patiente post-grossesse avec un gros diastasis. Hein, les kinés connaissent bien ça. Vous voyez, vous avez les muscles de l'abdomen qui s'écartent après une grossesse gémellaire. Et donc, voilà, là, c'est pour vous montrer que ça permet de... Vous voyez, on vient refermer les muscles centraux de façon à pouvoir redonner une shape globale au patient. Et donc là, vous avez l'avant-après, après resserrage musculaire. Voilà. Merci, docteur. Merci pour votre présentation. Notre présentation avec Charlotte Foubert. Charlotte Foubert, vous êtes chef de projet alimentaire territorial au service agriculture et alimentation durable au département des Alpes-Maritimes. On écoute avec beaucoup d'attention votre présentation. Merci. Merci beaucoup. Du coup, on va passer sur quelque chose un peu plus terre à terre, mais vraiment au sens premier du terme. Moi, je vais vous parler du projet alimentaire territorial. Alors, qu'est-ce un projet alimentaire territorial? Donc, PAT de son petit nom, et pas pâté, comme j'ai déjà entendu.
Alors, j'ai commencé par une petite définition, bon, un petit peu scolaire, mais bon, il faut en passer par là. Donc, le PAT, c'est un dispositif qui a pour ambition de fédérer les différents acteurs d'un territoire pour faire face aux enjeux de transition agricole, alimentaire et environnementale. Je suis un peu essoufflée, j'aurais pas dû passer juste après la pause. Donc, issu de la loi d'avenir, donc c'est de 2014. Et donc, les impacts de ce PAT sont vraiment sur les trois aspects du développement durable. Donc, on a l'économie, le social, l'environnemental. Et à cela, on ajoute l'aspect santé. Donc, concrètement, les PAT, ce sont des démarches de terrain volontaires collectives. C'est un rassemblement des acteurs intéressés par la question de l'alimentation. Donc, on a deux niveaux quand on se lance dans une démarche de PAT. Donc, on a un premier niveau qui est la collectivité va mener un diagnostic de son territoire. Donc, où j'en suis au niveau alimentation, agriculture. Et ensuite, à l'issue de ce diagnostic, on peut établir un plan d'action. Donc, ça, c'est le niveau 2. Et donc là, on met vraiment des solutions concrètes en place et des actions pour améliorer l'alimentation et l'agriculture sur le territoire. Donc là, les partenaires, donc on a vraiment tout un tissu assez varié de partenaires des PAT. Donc on peut avoir donc les agriculteurs, les producteurs, les collectivités territoriales, donc souvent sont porteuses de PAT, la société civile, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc nous, par exemple, on travaille pas mal avec la Banque alimentaire du 06, des entreprises, des coopératives, les filières agricoles, des organismes d'appui et de recherche. Notamment, nous, on travaille avec l'Université Côte d'Azur, ça j'en parlerai tout à l'heure, parce que donc il y a une grande enquête qui est en train d'être menée. Il y a un petit QR code que j'avais placé à côté de l'espace café, donc ça je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, le département des Alpes-Maritimes porte son propre PAT. Donc, c'est une démarche qui a été initiée en 2021 avec une reconnaissance niveau 1 donc en 2021. Le diagnostic a été mené en 2022 et 2023, et ce qui a permis donc de rencontrer les acteurs du territoire, notamment aussi les directions du département avec lesquelles on travaille beaucoup. Et ensuite, en 2024, donc moi, ça fait 1 an que je suis sur le poste. Donc en mars 2024, quand je suis arrivée, donc on a été reconnu niveau 2 du PAT. Donc là, on est vraiment dans l'aspect concret. On met en place des actions pour améliorer l'alimentation sur notre territoire. Donc, ce diagnostic, en tout cas, a permis de définir 4 objectifs stratégiques. Donc, je les ai notés là. Accompagner la transformation de l'agriculture, valoriser la production locale sur le territoire, assurer l'accès de tous à une alimentation de qualité et enfin favoriser la coopération entre acteurs, ça on le verra, c'est aussi très très important. Donc PAT dans les Alpes-Maritimes, donc le département porte son propre PAT, mais pas que. Donc là j'ai replacé sur la carte du coup les différentes collectivités qui portent des PAT. Donc on a la métropole Nice-Côte d'Azur, on a la communauté de communes Alpes d'Azur, on a la communauté d'agglo Sophia Antipolis, Cannes Pays de Lérins, Pays de Grasse, et après on a aussi des communes qui portent leur propre PAT, et ça c'est vraiment très important qu'on ait différentes échelles territoriales. On parle souvent de millefeuille territoriale, mais on a tous quand même des compétences différentes, ce qui nous permet vraiment d'agir à des niveaux différents. Et donc j'étais contente quand même d'apprendre tout à l'heure qu'en Espagne, en tout cas, le taux d'obésité avait diminué parce qu'il y avait vraiment une politique alimentaire dans les écoles qui avait permis cette diminution-là. Donc c'est vraiment aussi un des objectifs des PAT, c'est d'agir sur la cantine scolaire. Et donc par exemple, les communes donc ont la compétence des écoles élémentaires, maternelles, donc ils vont pouvoir agir à ce niveau-là. Et le département, par exemple, donc est compétent pour les collèges, et donc on a des actions envers ce public-là, et donc ça nous permet vraiment d'agir à différentes échelles. On a aussi du coup le département, la grande compétence sociale, donc on va pouvoir aussi agir sur un des volets importants du PAT qui est la lutte contre la précarité alimentaire aussi. Voilà, donc différents niveaux de PAT sur le département, et le département, donc de par sa configuration géographique supra, du coup, est animateur et coordonnateur d'un réseau inter-PAT. Donc tout ce petit monde se parle et travaille ensemble pour échanger les expériences et aussi mener des projets vraiment en commun. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc c'est un des objectifs d'ailleurs du PAT, c'est favoriser la coopération entre acteurs, et c'est vraiment le cas. Donc ça, c'était la partie un petit peu voilà, présentation du PAT. On va aller un petit peu plus dans le concret.
Donc, quelle est la synergie entre le PAT, la santé et le sport? Donc, dans notre PAT, donc, on a 4 objectifs déclinés en enjeux, eux-mêmes déclinés en actions. Donc là, je vous ai noté tous les différents enjeux issus du PAT de notre département et qui permettent de lutter contre l'obésité et ses maladies associées. Donc, par exemple, on a un enjeu qui est lutter contre la précarité alimentaire, favoriser un accès équitable à une alimentation de qualité, sensibiliser aux effets favorables d'une bonne alimentation sur la santé globale, former et sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de l'alimentation, et enfin, renforcer l'état des connaissances du système alimentaire sur le territoire. Et donc le PAT donc du 06, pour préciser, c'est 53 actions. Voilà. Et donc là, on rentre dans le concret. Quelles actions on met en place concrètement sur le 06? Donc j'ai fait un petit extrait voilà, des actions un petit peu phares, mais il y en a plein d'autres. Donc par exemple, voilà, chaque année, on met en valeur, chaque mois, on met en valeur un fruit ou un légume local. Donc on travaille aussi avec la Maison des semences paysannes Maralpine, voilà, qui est une association qui remet un petit peu au goût du jour des variétés anciennes. Et c'est d'autant plus important actuellement puisque notamment elle développe des espèces et des variétés qui sont adaptées au climat particulier d'ici et notamment aux effets du changement climatique, notamment la ressource en eau, la chaleur, etc. Donc voilà, là je vous ai mis un petit extrait de ce qui avait été publié l'année dernière. Donc il y avait un petit format vidéo qui avait été fait sur le basilic, donc on était à la rencontre d'une agricultrice surgatière. Et donc quand on présente ces fruits et légumes locaux, donc on présente comment le choisir, la spécificité de la variété locale, le bénéfice sur sa santé et un petit conseil cuisine pour agrémenter ce fruit et ce légume. On a également fait, du coup, donc le département possède un restaurant interadministratif, donc sur le CADAM pour ceux qui connaissent, donc c'est un centre administratif où il n'y a pas que les agents du département, il y a aussi des agents du service de l'État. C'est à peu près 600 repas par jour, donc c'est une grosse cantine quand même. Et donc, ça, déjà l'année dernière, on va le refaire cette année. Donc, on fait un repas, ce qu'on appelle Green Deal. Du coup, c'est une politique donc, qui est menée par le département en faveur de l'environnement. Et c'est un repas donc 100% local, fait maison, donc bas carbone. Donc, pendant ce repas-là, en général, on ne sert pas de viande rouge. Et on fait aussi également venir des agriculteurs qui peuvent valoriser et vendre leurs produits donc, sur le site du département. Et à côté de ça, donc, il y avait des petites animations, donc, notamment la fresque de l'alimentation. Pour ceux qui connaissent la fresque du climat, voilà, donc c'est une déclinaison pour l'alimentation. Et donc j'étais aussi aux côtés de mes collègues de la santé pour faire la promotion donc, de la santé et de l'alimentation à cette occasion-là. Et donc il y a une enquête de satisfaction qui avait été publiée, enfin qui avait été faite auprès des consommateurs ce jour-là. Et gros engouement en tout cas sur ce repas. Et c'est vrai qu'on se rend compte que vraiment les gens et les mares alpins sont très attachés, je pense, à leur culture gastronomique et aux agriculteurs. Un aspect aussi très important, donc j'en parlais tout à l'heure sur les scolaires. Donc le département donc, a la compétence de gestion des collèges. Et donc la direction de l'éducation a mis en place une brigade anti-gaspi. Alors je trouve le nom un petit peu réducteur parce qu'ils font pas que de la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais ils mènent aussi des actions sur le mieux manger. Et notamment, donc là, je vais peut-être pas toutes les nommer, mais a mis en place donc des activités chaque année sur le programme scolaire, sur des concours cuisine avec les chefs, etc. Nous, on les accompagne aussi parce que donc on organise des visites de fermes agricoles sur le département, donc pour sensibiliser les jeunes sur ce qu'il y a dans leur assiette. Donc ça, c'est un gros travail, voilà, qui est fait par cette brigade-là, et vraiment, je les en félicite parce que ça permet vraiment d'agir sur nos jeunes et on sait à quel point c'est important. Avec la direction de la santé aussi, on a donc travaillé sur un quiz santé alimentation donc qui a été inséré dans le carnet de correspondance des collégiens. Donc c'était des questions donc assez générales sur la santé, donc les addictions, l'impact environnemental de l'alimentation, l'activité physique. L'alimentation, donc peut-être Karine, voilà, qui a piloté aussi le projet, pourra nous dire, donc on pourra avoir les résultats aussi de ce quiz et ça permettra aussi quand même d'identifier s'il y a certaines lacunes sur certains sujets et du coup d'axer un petit peu notre communication auprès des collégiens sur certains points de la santé.
Autre action qu'on a menée, c'est tout frais, c'était en septembre dernier. Donc il y a un camion cuisine qui a sillonné plutôt l'arrière-pays du département. À la rencontre des personnes qui ne peuvent pas trop se déplacer, donc plutôt dans des zones un peu reculées, isolées, pour aller à la rencontre des seniors, pour leur proposer des animations de cuisine. Donc c'était des animations proposées par une diététicienne pour sensibiliser aux bienfaits d'une alimentation équilibrée. Et donc l'avantage aussi, donc, comme on a travaillé avec eux, c'est que les produits donc, qui étaient utilisés pour ces ateliers étaient des produits locaux quand c'était possible. Donc ça, pareil aussi, gros succès sur ces animations-là, donc ce qui est affiché complet à chaque atelier. Donc ça, c'était vraiment sympa et vraiment de pouvoir aussi remettre un peu du lien social autour de la cuisine, c'était vraiment très important. Autre action, donc chaque année, le département est présent à la quinzaine des seniors. Donc là, cette année, donc ce sont tout un tas de manifestations qui sont à destination des seniors, des spectacles, etc. Et il y avait une journée d'ouverture donc, qui était au Palais de la Méditerranée cette année. Et donc, on a tenu un stand, donc agriculture et alimentation, où on a pareil, donc parlé des produits locaux. Donc ça, c'est une population aussi qui est très sensible. Souvent, voilà, ils ont cultivé la terre, leurs parents eux-mêmes, etc. Donc c'est vraiment des choses qui leur parlent. Et également, donc, on avait fait des petites activités sur les fruits et légumes de saison et un petit quiz sur la santé et l'alimentation. Et donc là aussi, ça nous a permis de voir qu'il y avait des petites lacunes sur certains aspects de la santé. Donc ça permet, voilà, encore une fois, de pouvoir réorienter notre sensibilisation auprès de ce public. Et enfin, une autre action phare, ça j'étais vraiment contente. On a collaboré donc, avec le marathon Niscan pour l'approvisionnement des ravitaillements. Donc c'était presque 2 tonnes de fruits locaux et bio qu'on a fournis donc, au marathon. Donc là, c'était sympa parce qu'il y a une petite com. Voilà. Donc un des agriculteurs voilà, qui avait fourni les poires. Et on a fait aussi une communication, donc notamment dans le village marathon, au moment des retraits des dossards, sur la mise en valeur du PAT, le bien manger. Et donc normalement, voilà, je croise les doigts, mais on devrait être associé à d'autres événements sportifs cette année. Et voilà, et juste pour terminer, du coup, voilà, pour rappeler un peu le travail vraiment en transversalité avec la direction de la santé. Donc on a mené pas mal d'actions. Et puis il y en a d'autres qui sont à venir. Voilà, je les ai listés rapidement. Création d'un livre de recettes autour de produits locaux, un atelier cuisine à l'Institut Mozart avec un chef étoilé qui va aussi faire une conférence juste après, et création d'ateliers d'animation auprès de différents publics, donc des enfants jusqu'aux seniors. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Charlotte Foubert, pour ces actions et ces démarches que vous menez au département dans le cadre du PAT, ce qu'on appelle le PAT. On enchaîne tout de suite avec Stéphanie Nucera. On le rappelle, diététicienne, nutritionniste dans le domaine de la santé et du sport à l'Association hospitalière Sainte-Marie. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et on va enchaîner donc avec vous également. On va rappeler un petit peu les maladies liées à l'obésité, les actions du Programme national de nutrition santé et également l'importance de la paix associée à la gestion de l'équilibre alimentaire. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de la place de l'alimentation en prévention dans le développement des maladies chroniques liées à l'obésité. Donc, pour rappel, l'obésité est une maladie métabolique qui peut engendrer d'autres pathologies dites de civilisation, à savoir le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, certains types de cancers, l'ostéoporose, et peut aussi avoir un impact sur la santé mentale, notamment au niveau des troubles de l'humeur et de la dépression. Donc, l'alimentation est un facteur déterminant en termes de santé. Hippocrate, médecin et philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, affirmait déjà que notre alimentation était notre première médecine. Alors, aujourd'hui, on part de constats nutritionnels prouvés par différentes études scientifiques menées notamment par l'ANSES, qui montrent qu'une alimentation saine peut être facteur de protection contre les maladies chroniques, alors qu'à l'inverse, une mauvaise alimentation peut être responsable de facteurs de risque de développement de maladies chroniques. Donc, j'ai pris pour exemple le rapport d'expertise de l'ANSES de novembre 2016 qui a étudié les relations entre la consommation des groupes d'aliments et le risque de maladies chroniques non transmissibles.
Il ressort de cette étude les différents groupes alimentaires qui vont être facteurs de protection et ceux qui vont plutôt être facteurs de risque pour notre santé. Alors, on retrouve bien évidemment le groupe des fruits et légumes qui sont protecteurs de notre santé. On connaît tous le slogan « Manger 5 fruits et légumes par jour ». Les recommandations sont de 5 portions de 80 à 100 grammes par jour environ. On a aussi le groupe des produits céréaliers de préférence complets qui vont aussi être protecteurs de notre santé. Alors, il n'y a pas de quantité minimale identifiée, j'ai mis, parce qu'en fait, ça va dépendre des besoins énergétiques individuels de chacun. Au niveau des boissons, on a le thé et le café qui sont protecteurs en veillant à une consommation modérée de 3 à 4 tasses par jour. On retrouve aussi le groupe des poissons en faisant attention aux versions salées et fumées qui, eux, à l'inverse, peuvent augmenter le risque de cancer de la prostate, tout comme le lait et les produits laitiers qui, en excès, peuvent avoir plutôt un facteur de risque. Mais tous ces groupes-là, en général, vont protéger du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, des cancers, etc. Concernant les groupes facteurs de risque pour la santé, l'étude a identifié comme groupe le groupe des viandes hors volaille, le groupe des viandes transformées et charcuteries, le groupe des boissons sucrées. À noter que dans le groupe des boissons sucrées, on a bien évidemment tout ce qui est soda, sirop, mais aussi les nectars et les jus de fruits. Donc attention, les jus de fruits ne font pas partie des fruits. Et puis on a les alcools, bien sûr, et tous les produits ultra transformés issus de l'industrie agroalimentaire et tout ce qui est alimentation, malbouffe, qui vont avoir un impact négatif significatif au niveau de notre santé physique et mentale. J'insiste aussi sur le côté mental. Alors, face à ces constats, les autorités de santé ont mis en place des actions, notamment à travers le PNNS, le Programme national nutrition santé, donc, qui existe déjà depuis plus de 20 ans. La première version est sortie en 2001. Le Programme national nutrition santé a pour objectif d'améliorer l'état de santé de l'ensemble de la population en agissant sur l'un des déterminants majeurs qui est la nutrition. Il y a aussi l'activité physique, mais moi je parle de la nutrition. Il y a 4 versions. La première version du PNNS a identifié des repères de consommation en fonction des fréquences de chaque groupe alimentaire, de manière à aider le consommateur à faire des choix favorables pour sa santé. Alors, il y a 8 repères nutritionnels sur le PNNS 1. On retrouve le groupe des fruits et légumes, le groupe des produits céréaliers en première et deuxième position. On a aussi le groupe des produits laitiers, le groupe des viandes, poissons, œufs, les graisses et ensuite les produits à limiter, tout ce qui est produits sucrés, le sel et bien évidemment les produits transformés, sans oublier l'hydratation et l'activité physique. Donc cette slide qui date, parce que c'est le PNNS 1, est quand même assez explicite au niveau des informations données. Ce PNNS a évolué. On en arrive à la 4e version. Alors, le PNNS 5 devrait sortir normalement cette année, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore. Donc, la dernière version du PNNS a réévalué les repères nutritionnels. On passe de 8 repères à 12. Ils ont créé en plus, on ne va pas trop sur les images, mais le groupe des légumineuses. Donc, tout ce qui est légumes secs, lentilles, flageolets, pois chiches, etc. Le groupe des fruits à coque, les noix, noisettes, amandes. Il y a aussi, en plus, le groupe de la charcuterie. Et ils ont dissocié la viande du poisson, puisqu'on a vu tout à l'heure sur l'étude de l'ANSES que le poisson était plutôt facteur protecteur, alors que les viandes, plutôt facteur de risque. Et puis, ils ont aussi mis en place un nouveau système de guidage avec le augmenter, aller vers et réduire, qui permet aux consommateurs, donc qui permet de mieux guider le consommateur sur des comportements plus adaptés. Alors, on retrouve
dans augmenter les fruits et les légumes secs, les fruits à coque, le fait maison, dont parlait Charlotte, qui est important aussi, l'activité physique, et puis aller vers plutôt les poissons gras maigres, les céréales complètes, les huiles végétales, les produits laitiers, les aliments de saison et produits locaux. On tombe là aussi sur ce que disait Charlotte tout à l'heure, les aliments bio. Et dans le groupe réduire, on retrouve tous les groupes facteurs de risque identifiés par l'analyse de l'ANSES de 2016. Donc les produits salés, l'alcool, les aliments gras sucrés, ultra transformés, les viandes, charcuterie, etc. À partir de là, concrètement, comment bien s'alimenter au quotidien? Donc il y a 4 critères essentiels à respecter. Alors déjà, il y a la notion de rythme alimentaire. C'est important d'avoir un rythme alimentaire adapté, axé autour des 3 repas principaux, avec plus ou moins des collations en fonction des besoins de chacun, de manière à fournir de l'énergie constante tout au long de la journée, en évitant la consommation des produits gras, salés et sucrés. Ensuite, avoir une alimentation diversifiée et équilibrée pour donner au corps tous les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner, basée sur les repères et les recommandations du PNNS. Ce qui donne à peu près ça, en fait. On va conseiller d'avoir une portion de féculents pour l'énergie, puisque les féculents apportent ce qu'on appelle des glucides complexes et c'est eux qui ont pour rôle d'apporter l'énergie au corps. On a une portion de protéines pour la synthèse musculaire. On a des légumes qui sont recommandés à volonté tant que c'est nature pour l'apport en fibres, vitamines, minéraux. Un produit laitier sous forme de yaourt ou fromage. À noter que le fromage, les recommandations sont de 30 grammes par jour. Un fruit avec un soupçon de matière grasse pour assaisonner le tout. Donc, je vous ai dit le rythme alimentaire, l'équilibre alimentaire. Ce qui est important à respecter aussi, c'est la gestion des quantités, parce que bien évidemment, si les apports sont plus importants que les dépenses, il va y avoir surpoids, obésité. Donc, la gestion des quantités est importante à maîtriser. Donc, nous, les diététiciennes, on va calculer les besoins énergétiques en fonction d'un calcul, le calcul du métabolisme de base qui prend en compte le sexe de l'individu, le poids, la taille et l'âge. Et à ce métabolisme de base, on va rajouter un niveau d'activité physique qui va correspondre aux dépenses énergétiques de l'individu. Ça va nous donner l'apport calorique quotidien dont la personne est censée ingérer. Et bien évidemment, le choix des aliments en fonction de la teneur énergétique, parce qu'on est d'accord qu'à calories égales, si vous consommez des aliments protecteurs de votre santé, vous allez bien évidemment mieux nourrir votre corps que si vous choisissez tout ce qui est produits industriels transformés et malbouffe. Alors, associé à une bonne alimentation, on n'oublie jamais l'hydratation. À noter que l'eau est la seule boisson indispensable à l'organisme. On conseille 1,5 litre à 2 litres par jour, sachant que tout ce qui est thé, tisane, café en fait partie, tout comme l'eau des aliments qu'on peut avoir dans les potages, le lait, les bouillons, etc. Le trio gagnant, alimentation, hydratation, activité physique. Les recommandations sont de bouger au moins 30 minutes par jour. Ça peut être avec des comportements simples. On n'est pas obligé de faire des compétitions de haut niveau pour remplir les objectifs, mais ça peut être prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, promener le chien, aller amener les enfants à l'école à pied. Et voilà, des comportements assez simples, mais bouger. Voilà, donc en fait, pour résumer, je vous ai mis les 6 axes stratégiques, on va dire, pour bien gérer son poids et préserver son capital santé. Donc, l'alimentation équilibrée, le rythme alimentaire, la maîtrise des quantités, le choix des aliments, l'hydratation et l'activité physique quotidienne. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie Nucera. L'importance de l'équilibre alimentaire et la présentation de ce programme national de nutrition santé. Merci infiniment. Et nous passons la parole à Franck May, athlète de haut niveau. Franck, vous allez nous parler de votre expérience, bien entendu, et de l'impact de la nutrition dans le parcours d'un athlète de haut niveau. Franck, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, la nourriture, je vais commencer et je vais parler de moi, mais la nourriture et moi, ça a été une compétition avant la compétition. Pour la bonne et simple raison que dans la boxe, qu'elle soit française, américaine, kickboxing, boxe anglaise, peu importe la discipline, on a des catégories de poids imposées. Cette catégorie de poids, on doit, nous, athlètes ou nos entraîneurs, faire le choix, j'allais dire, du meilleur rapport qualité-prix. En fait, c'est le rapport poids-taille qui permet d'avoir plus d'allonge, qui permet d'avoir plus de puissance, qui permet d'avoir plus de souplesse en ce qui nous concerne pour la boxe avec les pieds et les poings. Pour autant, j'allais dire, j'ai écouté tous mes prédécesseurs présenter leur vision de soit la prise de poids, soit l'excédent de poids, soit l'obésité purement et simplement. J'allais presque dire, je me sentais tout petit, même si je fais 1m88, je me sentais tout petit par rapport à cette vision et avoir, nous, une vision presque archaïque de notre façon de gérer le poids. Mais en fait, je pense que c'est juste de l'éducation. Et ça passe par l'éducation en premier lieu, l'éducation parentale. Ensuite, il faut aussi faire preuve de bon sens. Et à ce titre, je vais dire une phrase qui n'est pas de moi peut-être, mais que je cautionne tout à fait, c'est le trop, c'est l'ennemi du bien. Donc, quand on a ce genre de réflexion et ce genre d'attitude par rapport au sport, je n'ai pas eu la chance d'avoir un entraîneur, donc je me suis dit, il va falloir que je m'informe seul. Je suis grand, il me faut plus de masse musculaire. Et la masse musculaire, c'est du poids en plus. Ça pèse plus lourd que, j'allais dire un gros mot, mais la graisse. Pour autant, les athlètes, par définition, aiment aussi être athlétiques. Et de ce fait, la nourriture prend une place très très importante. Au-delà de l'esthétique, il y a l'efficacité et surtout quand on monte sur la balance, et je voulais en parler, ma première compagne, ça a été la balance. Et je vous le dis sans rire, elle était à côté de mon lit en permanence parce que je voulais avoir le rapport que je vous disais, qualité, poids, taille, poids, etc. Donc, la première chose le matin, avant même, les messieurs comprendront, avant même le pipi, c'était de monter sur la balance et de parfois pleurer misère. Parce que de dire, putain, j'ai encore 3 kilos à perdre pour être dans la catégorie et je boxe dans 3 semaines. C'est pas impossible, mais quand on est déjà sec, comme on dit, perdre 3 kilos, c'est comme perdre 30 kilos pour quelqu'un d'obèse. C'est le même challenge. Et donc, quand on est, j'allais dire préparé, c'est de l'éducation, quand on est préparé à trouver ce bon compromis entre une vie, entre guillemets, normale, c'est de l'hygiène, je parlerai plutôt d'hygiène alimentaire plutôt que de régime, plutôt que de contraintes. Il est indispensable et ça commence par où? Ça commence par l'éducation parentale. Aujourd'hui, je suis professeur depuis très longtemps déjà. Je suis professeur et entraîneur d'athlètes de haut niveau à leur tour. Dans mes cours,
je pourrais j'allais dire, me contenter de parler de boxe. C'est mon domaine d'activité. Je vis boxe, je vais le dire, je vais être un peu cru. Je vis boxe, je mange boxe, je dors boxe, je fais tout ça boxe parce que ça fait partie. Et il y a un autre athlète de haut niveau parmi nous, Ludovic Fornès, grand champion également, qui sait de quoi je parle parce que notre vie n'est réglée que par ça. On s'entraîne, il faut manger en qualité ce dont on a besoin, des féculents, etc. Tout ça a été dit tout à l'heure parfaitement bien. Mais ça ne reste que des contraintes. Alors ce sont des contraintes qu'on accepte bien volontiers parce qu'on est des passionnés, mais les gens ne se rendent pas compte des sacrifices que peuvent faire les sportifs de haut niveau, tant dans leur alimentation, dans l'entraînement, dans tous les sacrifices familiaux, même sociétaux. Moi, j'ai perdu des amis parce que Franck, tu viens avec nous? Non, je peux pas. J'ai entraînement demain. Je peux pas. J'ai compétition ce week-end. Je peux pas. Bon, on perd sur le plan social. Alors, ça revient quand on est, comme je le suis. J'ai fait un sacrifice. Je travaillais à l'hôpital. J'étais le roi du monde parce que j'avais des avantages pour partir en compétition, pour les entraînements, etc., etc. Mais c'était pour moi insuffisant. Et j'ai fait le choix de devenir enseignant, entraîneur. Il a fallu passer des diplômes, brevet d'État, premier degré, deuxième degré, qui sont des diplômes qui, justement, font une place à l'alimentation. Et on s'aperçoit des erreurs que l'on peut commettre et que... alors, je rigolais tout à l'heure et je disais en aparté, il faut avoir fait maths sup comme font les médecins pour la machine, pour tout ce qui est fait en matière de chirurgie. Franchement, on est à des années-lumière. J'ai l'impression qu'on est à la préhistoire, pour nous en tout cas. Mais cette vision de l'alimentation fait partie de notre quotidien. Et aujourd'hui, et je suis fier de le dire, dans mes cours, j'ai des enfants entre 6 et 10 ans qui sont débutants, loisirs, qui découvrent l'activité boxe. Les 11-16 ans, idem, les débutants loisirs adultes, je vois arriver, je peux vous dire, des gens de tout gabarit. Je suis inquiet de la manière dont les parents ou les adultes appréhendent le côté alimentation avec les enfants. Je vais dire que ça fait un peu peur parce que en même temps que je vous parle, je visualise certains gamins que j'ai et quand j'en vois certains à qui j'ai attiré l'attention des parents, un gamin qui a 14 ans, qui fait 1m63 et qui fait 110 kilos, ça fait peur. Il vient, il s'entraîne, je l'accepte en cours. Je l'accepte en cours parce que je considère qu'il a la volonté, il émet le souhait, il a la volonté de vouloir faire. Mais j'ai aussi attiré l'attention des parents sur, alors, cette obésité peut être d'une origine pathologique. Et dans ces cas-là, ce sera compliqué. Et là, la chirurgie a toute sa place. Mais il y a aussi les écarts. Moi, quand je le vois arriver avec 2 sandwichs juste avant le cours, je ne peux pas m'empêcher. Les gens, vous ne me connaissez pas, mais les gens qui me connaissent aussi mon bon caractère. Je suis assez désagréable, mais pas avec les enfants. Je suis désagréable avec les parents parce que je crois qu'ils n'ont pas conscience, justement, et c'est pour ça que je suis ravi de voir qu'il existe ce genre de réunion, mais ça devrait être entrepris à une autre échelle. Alors, je sais que ce n'est pas facile. D'abord, rien n'est facile. Qu'est-ce qui est facile aujourd'hui, d'ailleurs?
Je vois ça, j'ai créé un sport-études, boxe française, au collège, lycée Don Bosco. Je peux vous dire qu'on me demande de faire des interventions dans les classes pour parler de sport. Mais moi, je rajoute le créneau alimentation. Parce que ça me semble, et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que justement, on m'a demandé de venir faire une intervention au collège, lycée Don Bosco. Et quand je vois les disparités sur le plan physique des uns et des autres, et des unes et des autres, parfois je suis inquiet. Et je me demande que font les responsables, parce que les jeunes n'ont peut-être pas conscience d'eux. Certains, oui, d'autres, non. Mais il devrait y avoir aussi cette prise en compte des jeunes à l'école, parce que c'est là que ça commence. C'est pas une fois que le mal est fait, on doit avoir d'autres moyens que les moyens que je peux avoir en tant que professeur de sport, professeur de boxe. Et j'attire l'attention dès que les gamins s'inscrivent au club. Je leur fais dans la feuille d'inscription et je leur demande leurs habitudes. Ça me paraît important. D'abord, comme je me répète, on fait un sport à catégorie de poids et que peut-être un jour, ces gamins seront des compétiteurs. Si je ne veille pas à ça, je n'ai pas fait mon travail. Et je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, mais j'ai 2 filles. Elles sont dans le médical. Une est cadre de santé, infirmière, l'autre est kiné. Mais avant leurs études, elles ont été des championnes en boxe française, championnes d'Europe, championnes de France, championnes du monde, etc., etc. Et j'ai déjà avec elles eu un discours formateur par rapport à l'alimentation. Les deux ont un rapport poids-taille qui est... elles sont, je ne vais pas dire le contraire, c'est mes filles, elles sont magnifiques, mais c'est 48 et 52 kilos. Quand elles montent sur le ring, c'est une petite anecdote, elles venaient s'entraîner et je dis à la plus jeune, j'ai dit, Adeline, tu vas te mettre avec lui. Et le jeune entend, il fait 1m70, il devait faire 65 kilos, quelque chose comme ça, 70 kilos. Et le jeune vient me voir et me fait, Franck, tu me mets avec une fille. Je dis, écoute, monte tes mains et sois vigilant. Je me retourne, en garde, boxe, et j'entends, je me retourne. Il avait pris une jambe arrière, comme on dit. Il avait pris une jambe arrière en pleine figure. Il a fait connaissance avec le sol du club. Je lui ai dit, je ne t'ai pas prévenu. Je t'ai dit, monte tes mains. Donc, ce rapport poids-taille n'est pas ou ne doit pas être un handicap pour notre activité, surtout pas, mais pour la vie de tous les jours. Il est, je pense, ça n'engage que moi, il est indispensable que les parents, l'entourage, les professeurs, alors je ne veux pas tirer sur l'éducation nationale, mais je pense que, par exemple, dans les sports-études, c'est dit régulièrement, il est important d'attirer l'attention des parents sur la qualité, je vais dire, de l'hygiène alimentaire. Il est indispensable. Moi, quand je vois arriver les gamins au club avec des paquets de Nutella ou des pots de Nutella et des... Je dis, écoute, tu prends, tu vas mettre ça à la poubelle. Ah non, mais je l'ai payé. Ouais, tu l'as peut-être payé, mais là, tu payes ta connerie. Donc, ça me semble, alors c'est peut-être radical, ça vous semble radical, mais c'est indispensable pour apprendre à notre jeunesse à avoir une autre apparence physique. J'ai 67 ans. Je fais 1m86 et je pèse 80 kilos. Je m'entraîne tous les jours. Je fais du sport tous les jours. Je fais moins de boxe parce que j'ai des blessures partout. C'est un sport qui est
Exigeant. Pour ne dire que ça, il est exigeant. Et les blessures, c'est pas Ludo qui me contredira, les blessures, elles peuvent être graves. J'ai des ferrailles dans les mains, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Mais ce qui me tient debout et en vie, c'est la qualité de l'entraînement que je fais et que je prodigue. Et c'est la qualité de l'alimentation qui me permet de réguler mon poids, donc d'améliorer ma santé. Merci beaucoup, Franck May, pour votre témoignage, les conseils que vous prodiguez. L'alimentation, c'est de l'éducation. Alors justement, puisqu'on parle des jeunes en proie, bien entendu, à l'obésité, alors je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, mais visiblement, c'est multiplié par 4, notamment, cette progression chez les 18-24 et les 25-35 multipliés par 3. Aujourd'hui, est-ce que la chirurgie, c'est une solution chez les jeunes? Est-ce que vous la pratiquez chez les jeunes? Quelles actions menez-vous justement concrètes pour, en plus bien entendu de manière diététique, chez les jeunes? Alors actuellement, la chirurgie pour les... Alors, de nouveau, la chirurgie, c'est toujours la dernière option. Mais toujours le même réflexe, si c'est la meilleure solution, ça ne sert à rien de la faire attendre. Il faut juste qu'elle soit bien entourée. Alors pour les mineurs, on doit faire de la demande de cas par cas, mais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale sur un dossier monté dans le cadre d'un parcours. Mais par contre, malheureusement, la chirurgie a démontré également, pour les pays où la chirurgie sur mineurs est autorisée, notamment en Belgique, que ça améliore et la fertilité et le taux de croissance, etc. Parce que même si c'est vrai qu'on introduit une modification physiologique importante, voilà. Mais de nouveau, un programme alimentaire sauvera toujours plus au niveau population, au niveau d'une stratégie globale qu'un chirurgien. Donc, de la même façon, quelqu'un qui fait le contrôle, un carrefour sensible, va sauver plus de vies par jour qu'un chirurgien. C'est de la prévention globale sur laquelle il faut se baser. Mais par contre, c'est vrai qu'au cas par cas, et là, ça répond plus sans doute, c'est vrai, s'il y a des mineurs qui sont dans des situations complexes, comme on peut le retrouver juste là maintenant, évidemment, au cas par cas, il faut avoir le bon intervenant quand ce sont des cas très spécifiques. Une prise en charge plus invasive. Il y a la chirurgie, mais maintenant, on a également des médicaments. Ah oui, est-ce qu'ils sont efficaces, ces médicaments? Alors, vous savez, on a justement, à l'époque, on allait voir peut-être son médecin traitant ou son endocrinologue, mais je vais passer le micro à Marie-Christine Savinen, qui est notre diététicienne juste à côté, et qui justement travaille avec nous, notamment sur l'addition de ces médicaments dans les prises en charge diététiques et globales. Merci. Alors, en ce moment, on est en train d'essayer de faire, comme Benjamin l'a proposé, une prise en charge pour la chirurgie de l'obésité. On va faire la même chose avec la prise en charge des analogues du GLP-1, de façon à avoir une prise en charge holistique, parce que seul dans un coin, donner un médicament sans l'accompagnement préalable, avoir fait bien sûr le bilan sanguin et tout ce qu'il faut pour pouvoir décider de l'opportunité de ces médicaments, ça peut être une opportunité surtout pour les personnes qui ne sont pas éligibles à la chirurgie. Parce que quand on n'a pas les critères, on est entre deux. Et ces personnes-là se retrouvent dans une impasse. Donc, il y a cette prise en charge globale qu'on essaie de mettre en place dans notre équipe pour pouvoir leur apporter le plus de sécurité possible. Et toujours le même schéma qu'Audrey a bien exposé, avec bien sûr le bilan médical, avec le bilan psychologique, l'accompagnement à pas et bien sûr le bilan diététique et toute cette prise en charge. Mais on y travaille parce que vous avez raison de soulever le problème. Nous, ça nous a interpellés. Il faut les aider. Il ne faut pas les laisser sur le bord de la route, ces gens-là. Il y a cette solution qui existe, mais il faut qu'elle soit menée de façon intelligente. Merci, madame, pour votre intervention. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions concernant effectivement ce problème de santé publique, dirons-nous aujourd'hui? L'obésité, c'est... Vous voulez rajouter quelque chose? Merci. Du coup, j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais effectivement, l'impact des projets alimentaires territoriaux. Donc, on est en train de travailler avec l'université en ce moment, parce que c'est bien de mener des actions, mais c'est quand même mieux de savoir quel est l'impact réel sur l'environnement, sur la santé, etc. Donc là, en ce moment, on mène une grande enquête avec l'université Côte d'Azur. Donc, c'est un projet qui va durer 3 ans. Et donc, inclus dans cette enquête, il y a un questionnaire sur les changements des habitudes alimentaires. Donc, à la sortie, si vous voulez, il y a un petit QR code à flasher
marché. Et franchement, on attend énormément de réponses donc, sur la population maralpine pour avoir un maximum de données, pour voir un petit peu ce que peuvent avoir comme conséquence donc, les actions des projets alimentaires territoriaux. Donc voilà, si vous pouviez participer à cette enquête et passer le message. Juste pour revenir sur le coût de l'alimentation, je suis un petit peu plus nuancée parce que j'ai toujours en tête aussi donc, la commune de Montsartou, donc vous avez peut-être entendu parler, qui a réussi à changer l'alimentation dans ses cantines scolaires. Donc elle fait manger du 100% bio, du 100% local, du 100% fait maison à coût constant. C'est-à-dire qu'elle a réussi à diminuer drastiquement le gaspillage alimentaire et à diminuer aussi la part de protéines animales qui peut avoir un coût un peu plus important en la substituant en partie par des protéines végétales. Donc je suis un petit peu plus nuancée. Si on mange vraiment de saison, des produits qui sont produits maintenant, c'est sûr que les tomates maintenant elles coûtent super cher. En plus elles sont pas bonnes et ça a un coût environnemental catastrophique. Mais si on cuisine simplement, on en parlait tout à l'heure, je suis pas sûre que la malbouffe ça coûte moins cher. La question, on en revient à la même chose, la question d'éducation. Donc il faut éduquer le plus tôt possible. Non, ça me permet de dire aussi que du coup, oui, l'obésité est bel et bien une maladie plurifactorielle et que du coup, il n'y a vraiment pas que l'alimentation et le manque d'activité physique et qu'il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Donc, il faut se rediriger vers les centres compétents qui prennent en charge les adultes comme les enfants. Et par ailleurs, pour ça, surtout pour vous au fond, vous pouvez aussi contacter le CSO, donc cso@chu-nice.fr. Qui, comme je l'ai dit, est le centre de coordination autour de l'obésité dans la région niçoise, dans le 06 en tout cas. Et si vous avez justement des questions ou vous voulez vous faire former ou ce genre de choses, ça va être avec les personnes qui gèrent le CSO que ça va se passer, quoi. Peut-être une dernière question, est-ce que les prédispositions génétiques sont importantes en matière d'obésité ? Alors, la partie génétique versus la partie innée, alors une des études peut-être la plus intéressante, c'est sur les études sur les jumeaux, qui ont en principe ceux qui ont une trajectoire familiale un peu différente parce que c'est séparés à la naissance, etc. C'est évidemment pas des grands nombres, mais qui montrent que le facteur génétique, même s'il a un impact important, est tout de même dominé par le facteur environnemental, la façon dont on s'alimente, etc. Il y a des prédispositions endocriniennes qui favorisent la perte de poids avec un métabolisme de base qui est diminué, donc on prend plus facilement du poids, mais ça reste mineur par rapport au mode de vie. Une toute dernière question, merci. Bonjour, donc c'est pas une question, c'est juste un apport en plus. Donc je suis ostéopathe, c'était pour vous rappeler que l'alimentation c'est la première des médecines. Vous avez d'ailleurs un reportage qui est passé sur Arte mardi, donc il y a quelques jours, sur la malbouffe et les aliments sur gras. Hyper intéressant, vraiment à voir. Vous pouvez le voir en replay, il est vraiment capital à voir. Et pour rebondir aussi sur l'alimentation et le comportement, la part prise par les parents et l'éducation est vraiment hyper importante dans l'alimentation des enfants. Aujourd'hui, on voit que globalement, les gens mettent de l'argent dans tout ce qui va être loisirs, téléphone et compagnie, alors que la première des choses, c'est cuisiner avec ses enfants, manger avec ses enfants, et ça commence dès la petite enfance, c'est-à-dire quand ton enfant est sur la chaise haute, à manger avec lui et préparer à manger. Donc c'est un comportement global à changer. Ouais. Effectivement, il faut faire du sport, effectivement, il faut gérer une bonne alimentation, mais c'est un comportement global qu'il faut reprendre en marche. Mais oui, c'est du partage, c'est extrêmement important, c'est essentiel. Eh bien, on vous remercie pour donc ces interventions extrêmement édifiantes, instructives. Merci beaucoup pour votre participation. Un merci particulier, donc encore une fois à Gazélec Côte d'Azur Sport et BL Nutrition, et puis Institut Arnaud de Sande qui nous a donc très gentiment mis à disposition le robot Moon. Alors, j'attire votre attention sur le fait que c'est un robot de démonstration, mais exactement à l'identique, son jumeau est tout à fait fonctionnel et assiste donc le docteur Cadière dans l'exercice de ses interventions. Donc encore une fois, mille merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Il me reste à annoncer la prochaine matinale au mois d'avril sur l'incidence et les bienfaits de l'activité physique sur les maladies des troubles respiratoires et de l'asthme. Donc j'espère vous voir à nouveau très nombreux et je vous souhaite une très belle journée.